Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en direct aujourd'hui sur la chaîne Soneva Organisation avec mon invitée Marie-Lise Labonté. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Estelle, Merci d'être en direct avec nous. merci beaucoup de l'invitation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du chemin d'individuation. Alors, on va Oui, pouvoir développer avec Marie-Lise, qui est vraiment un de ses thèmes phares. Marie-Lise est psychothérapeute, c'est également une auteure renommée qui traite beaucoup de l'enfant intérieur, de l'amour vrai, de toutes les thématiques qui permettent de se libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. D'ailleurs, vous avez également créé la méthode de libération des cuirasses, qui est très réputée. Elle enseigne par des séminaires, des conférences. Et elle va bientôt sortir un nouveau livre dont nous allons vous parler, notamment dans cette conférence. Alors Marie-Lise, peut-être que vous souhaitez nous apporter quelques précisions par rapport à votre parcours. oui, certainement. Le thème de l'individuation pour moi est un thème depuis des années dû à certaines épreuves que j'ai rencontrées dans ma vie, dont la maladie incurable que j'ai eue dans ma période d'étudiante universitaire. Après ça, j'ai connu d'autres épreuves et je me suis libérée de ces épreuves dans le sens que j'ai beaucoup appris de ce que la vie m'amenait et vraiment au niveau de la personnalité, je m'attendais pas du tout à recevoir certaines briques sur ma tête qui ces épreuves m'ont obligée à quelque part, j'ai toujours le choix, mais j'ai accepté la poussée, l'appel de mon âme vers un chemin que j'appelle d'individuation, qui est un chemin non fréquenté. Et c'est pour ça que pour moi, ce terme de l'individuation est un terme très important, parce qu'évidemment, j'ai étudié Jung, Carl Gustav Jung, qui nomme que il est important de devenir un être en entier, c'est-à-dire pas juste vivre selon la mission que nos parents nous ont donné, ou vivre selon les conditionnements qu'on a reçus ou les croyances, mais de se libérer, comme si on enlevait les pelures de l'oignon, de se libérer petit à petit de ce qu'on a reçu culturellement, personnellement, socialement, pas rejeter, se libérer pour se choisir, pour choisir notre nature profonde, notre chemin. Et j'ai débuté ce chemin très très jeune d'individuation. Et évidemment, la vie a continué de me servir sur un plateau d'argent, ce dont j'avais besoin pour grandir affectivement, psychiquement et aussi à un niveau spirituel, bien entendu. Alors voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez sur mon site internet, c'est écrit la liberté d'être. C'est un thème qui est très important pour moi, de se libérer et de vivre profondément libre tout en étant en relation avec les autres, bien entendu. J'ai vraiment retenu quelque chose de précis que tu viens de mentionner, se choisir. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste Ben, selon toi et ta propre expérience et puis les gens que tu as accompagnés? c'est nous une puissance extraordinaire, une beauté, une essence, et arrêter tous les comportements de suradaptation que enfants nous avons vécu, parce que l'enfant a besoin toujours, et c'est quasi une question d'identité, et c'est essentiel pour lui, c'est d'être aimé par ses parents. Et donc l'enfant va faire toutes sortes de pirouettes. C'est une image pour être aimé de ses parents, pour ne pas être rejeté, abandonné, etc. Là, je nomme les blessures fondamentales qui existent sur la planète Terre. Donc, se choisir, c'est arrêter de se suradapter pour écouter
son intuition, sa voix VOX intérieure et ressentir sa voix VOIE intérieure aussi, qui est souvent pas tout à fait dans les rails, le chemin tracé par les parents. Alors, j'ai l'exemple de ça où, à 20 ans, étudiante à l'université, je suivais vraiment la mission parentale qui était d'étudier, de faire ma maîtrise à l'Université de Montréal et d'épouser un professionnel. Pendant ces 4 ans d'études, ma mère souhaitait que je rencontre un homme qui soit avocat, médecin, etc. Alors, cette mission à 20 ans, j'avais vraiment réussi à suivre le programme de mes parents, mais à 20 ans, j'ai eu un moment de révolte car je ne voulais pas ces études universitaires, je ne voulais pas rencontrer les hommes que je rencontrais à l'université, ils m'ennuyaient terriblement. Enfin, donc je voulais apprendre la danse moderne et aller étudier à New York. Et j'ai pas eu le courage de changer ma vie. Donc, 1 an après, dans un désespoir profond que je traînais au niveau de mon âme, de mon corps et de mon être, voilà, j'ai reçu un diagnostic qui a été choc d'une maladie incurable, l'arthrite rhumatoïde. Donc, le chemin fréquenté par les parents, c'est pas un chemin d'individuation. C'est vraiment répondre aux normes parentales pour être sûr d'être aimé. Mais à un moment donné, la nature profonde qui est la nôtre, notre âme, notre mandat planétaire, c'est ce que j'appelle l'appel de l'âme, vient et nous pousse à se réveiller, cesser de dormir notre vie, mais bien se réveiller. Alors moi, la maladie, malheureusement, il y a personne qui est obligé de suivre mon chemin, mais la maladie, ben j'ai toujours dormi ma vie pendant 4 ans où j'étais malade, de plus en plus malade, et à un moment donné, je me suis réveillée. Et je suis entrée dans un processus d'auto-guérison et j'ai créé la méthode psychocorporelle MLC. Donc, j'ai réussi à sortir de mon système qui me programmait. Et évidemment, j'ai dû quitter Montréal, aller vivre à Paris, suivre mon mentor qui m'aidait dans mon processus de guérison. Et finalement, à Paris, j'étais bien parce que j'avais le droit d'exister. Personne était là pour me juger et tenter de me ramener dans mes comportements anciens qui étaient très destructeurs. Alors, j'ai réussi à me guérir à tous les plans de mon être et je suis retournée au Québec et j'ai réussi à exister dans ma vie en côtoyant la vie des autres. Bien évidemment, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ça a fait tout un bouleversement dans ma famille parce que les gens ne me reconnaissaient plus. Mon corps avait changé, ma façon d'être avait changé. Voilà. C'est ce que ça veut dire pour moi le chemin d'individuation. Et là, j'ai donné un exemple très concret, mais je pourrais vous en donner plein parce que évidemment, les gens qui me côtoient, ben, ils viennent chercher en moi la guidance, entre guillemets, pour les amener à se transformer et à retrouver leur nature profonde. Et ce qui est le plus fascinant, Estelle, c'est que plus nous grandissons en âge, dans les âges charnières de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'appel d'être nous-mêmes, la prise de conscience qu'on est à côté de notre vie devient de plus en plus forte et quelquefois il nous faut des événements extérieurs pour venir vraiment nous secouer pour que on sorte de notre sommeil, dormir sa vie. Dormir sa vie.
C'est une belle expression. Je te remercie beaucoup Oui, pour ce témoignage. Ah bah voilà, nous sommes passés au tutoiement, on savait que ça allait arriver. oui, c'est ça. Merci. Eh bien, Alors, et je me demande justement quelles sont les autres sources de conditionnement. Alors, c'est souvent les parents qui ont des désirs, des souhaits, des projections sur leurs enfants, mais il oui, se peut qu'il y ait également d'autres sources de conditionnement. Est-ce que tu peux développer? ben, il y a la culture, bien, le, le système, comme moi je suis née à quelques kilomètres de Montréal, d'autres sont nés en Afrique, d'autres sont nés dans une famille musulmane, moi je suis née dans une famille catholique. Euh, tout ça, la religion, les influences culturelles, ce sont des conditionnements, des influences. En plus, il y a l'éducation, c'est-à-dire mes parents m'ont mis dans une école privée, ben c'était très différent de l'école publique. Alors, ça, c'est finalement, ça fait partie du chemin de notre âme. Il paraît qu'on choisit, en s'incarnant nos parents, qu'on choisit le lieu où on est, et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas juste les parents, il y a les grands-parents, il y a aussi le système transgénérationnel où des croyances nous sont transmises de de grand-mère à mère à fille et moi bon ben à ma fille ou à mes nièces et ainsi de suite. C'est une chaîne que nous pouvons arrêter avec respect et dire je remercie tout l'héritage que j'ai reçu à tous les plans de conscience et je choisis d'aller vers mes besoins, mes désirs, mes élans, mes passions, et non pas la passion de ma grand-mère ou de ma grande-tante qui me l'aurait transmis transgénérationnellement. Alors, il y a beaucoup d'influences. Il y a aussi l'inconscient collectif qui nous baignons dans l'inconscient collectif et en ce moment, bon ben nous vivons une situation en Europe où la peur se propage à cause d'un supposé. D'ailleurs, c'est réel, le virus il est là. Là, on entend le virus est aux portes de la France. Il est en Italie. Moi, j'ai une nièce qui vit en Italie, donc c'est incroyable la contagion de la peur ou des émotions. Mais la même chose se vit avec la joie. S'aimer, se choisir, c'est s'aimer. S'aimer avant d'aimer l'autre. Et ça, c'est à l'opposé. Enfin, dans la religion catholique, c'était pas tout à fait ça comme modèle. Et c'est à l'opposé de ce qu'on devrait être. Par exemple, j'ai un jour un de mes amoureux, d'ailleurs je le remercierai toute ma vie pour ça parce que il me dit tu m'aimes, et c'est vrai que je pratique l'amour inconditionnel avec tout le monde que je côtoie, enfin c'est ma pratique, et il me dit mais moi je ne t'aime pas autant que tu m'aimes parce que je ne m'aime pas assez. Donc je répète ça, il me dit je ne t'aime pas autant que tu m'aimes parce que je ne m'aime pas assez. Et ça, c'est une vérité. Comment puis-je aimer l'autre si en moi, je n'arrive pas à m'aimer? C'est impossible. Beaucoup de gens vivent cette illusion. Et je l'ai rencontré dans maintes conférences. Comme tu le disais, Estelle, j'ai écrit un livre sur l'amour, j'en ai écrit même plusieurs. Et je parle dans mes conférences, justement, je cite que souvent les gens disent comment puis-je aimer parce que j'ai pas été aimé. Mais c'est de penser ainsi, c'est une pensée binaire. C'est blanc ou noir. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est que nous avons à l'intérieur de nous un amour, une capacité d'aimer, même si nous n'avons pas reçu cet amour, si nous pardonnons, nous guérissons, nous libérons le ressentiment et d'en vouloir à nos bourreaux,
là, nous ouvrons le chemin à l'amour qui est à l'intérieur de nous. Donc, se choisir, s'aimer pour mieux aimer, comme le dit le livre posthume de mon grand ami Guy Corneau. Par rapport à l'amour de soi, le fait de ne pas pouvoir aimer peut-être de manière inconditionnelle l'autre, est-ce que ça rejoint pas finalement une question de légitimité, l'amour de soi et de pas inconsciemment de pas se sentir légitime. C'est Ah, tout beaucoup ce à qu'on fait. rencontre. Ah oui, oui, on rencontre beaucoup. Et ça, c'est un mot que j'entends beaucoup. Je ne suis pas légitime. Je n'ai pas le droit d'exister. Je ne me sens pas légitime même de vivre sur Terre. Par le fait même, je me sens pas légitime d'avoir des besoins, d'avoir des désirs, d'avoir des élans, des passions, parce que j'ai pas le droit d'exister. J'ai pas le droit de m'aimer. Ce n'est pas permis parce que je n'ai pas le droit d'exister. Donc là, évidemment, on part de loin. Je suis partie moi-même de cette croyance très ancrée à l'intérieur de moi, qui était à la base de mon arthrite rhumatoïde. Je l'ai découvert après 4 ans de processus de guérison. Et cette croyance était, je n'ai pas le droit d'exister. Alors, dans les équations, dans mon cerveau, dans, je dirais, ma force psychique d'autodestruction qui m'a rendu, qui a permis la maladie auto-immune, parce que le système immunitaire, les pensées destructrices, ça ne lui fait pas du tout du bien, et le système endocrinien, les émotions négatives, c'est pas du tout ce qui l'aide à être en santé. Donc, j'ai réussi à déloger la pensée la plus forte qui était à la base de toute ma vie. Et évidemment, je ne vais pas tout vous raconter de cette histoire. J'en parle dans un livre Derrière le rideau, entre autres, où je raconte la mort violente de mon mari et le lien que j'ai fait à partir de cette épreuve. Le lien pour continuer d'explorer ma vie et non pas être une victime de ou subir. Alors, j'ai pris responsabilité de ma vie très tôt, en ce sens étudiante à l'université malade. J'ai pris responsabilité de ma vie, mais à plusieurs moments de ma vie, j'ai repris responsabilité de ma vie, en ce sens que j'ai réussi complètement à transformer cette pensée pensée de non-légitimité. Mais c'est énorme. C'est à la base de beaucoup de maladies auto-immunes ou de beaucoup de maladies, de symptômes, peu importe le nom des maladies, peu importe la catégorie de maladies. C'est à la base d'un grand déséquilibre. Et évidemment, cette pensée de non-légitimité, de non-amour de soi, elle est vraiment logée dans notre inconscient, d'où l'importance de apprendre, explorer, de se connaître. D'ailleurs, Estelle, c'est ce que vous permettez, c'est ce que tu permets à travers les conférences, les échanges que l'on vit ensemble et avec d'autres, c'est d'aider les gens, que les gens apprennent non pas à connaître les autres, parce que souvent, on est très intéressé par « Ah oui, mon Dieu, l'autre », puis là, on fait comme une analyse psychologique de l'autre et soi. Est-ce que nous connaissons? Connaissons-nous notre lumière? Connaissons-nous nos ombres, les dimensions cuirassées, tendues, nos peurs, notre ressentiment, notre haine? Ce sont des émotions primaires qui font partie de la vie. Et incarnés sur Terre, ben, nous les rencontrons. Tout le monde a rencontré des blessures fondamentales. Et quand j'entends des gens qui disent « Ah, moi, je connais pas de blessures fondamentales », ben, je leur réponds « Connais-toi encore un peu plus profondément toi-même. »
Oui, peut-être qu'elle n'a fait que le tour de la surface. Je pense qu'on n'y échappe pas à un moment donné. Oui, c'est Aller au sûr fond des que choses. la vie semble répéter les choses que on a mis de côté un peu parce qu'on se disait ah, j'aimerais tellement avoir un plateau de repos, de travail sur moi. Et bing, arrive un truc qui fait qu'on se dit OK, j'ai encore... c'est un mouvement de vie continuel finalement. Parce que la vie est mouvement, on s'arrête pas. Tout à fait. Sinon, ben, on serait mort. Ben Disons, voilà, c'est ça. c'est peut-être ça qui est important. Oui, c'est exactement ça, on serait mort, oui. Mais oui, c'est vrai, c'est la vie et le mouvement, comme tu viens de le dire. Et Ouais, justement, les personnes qui vivent des périodes avec beaucoup d'épreuves, par exemple, oui, est-ce que selon toi, ce sont des schémas répétitifs inconscients dont la personne est, entre guillemets, ben oui, victime qu'elle les traverse, oui. ou bien ça peut également arriver lorsque la personne a pris conscience de quelque chose et qu'elle s'ouvre à ce qu'elle est, justement, à son être véritable? Est-ce qu'on peut également connaître des embûches sur ce chemin-là? D'après ce que Ah tu as oui, vécu, les gens que tu accompagnes, ça se passe comment? les deux. Je parle toujours de ce patient qui avait une tête dure. Bon, c'était son choix d'avoir la tête dure. Et donc, ce qu'il répétait, c'était des accidents d'auto. Oui, l'auto était démolie 3 fois, des murs de béton. Alors, la compagnie d'assurance me l'a référé parce qu'ils voulaient plus l'assurer. Donc, ils lui ont exigé qu'il aille en thérapie. On voit ça au Québec, hein. On voit pas, moi, on voit moins ça en Europe, mais en tout cas. Donc, lui, tout allait bien. Mais quand on rentre dans un mur de béton 3 fois, on peut peut-être se poser la question, il y a une répétition. Où il est le mur en dedans de moi? C'était d'ailleurs ma première question à lui poser. Lui, il était dans une forme d'inconscience et pour lui, tout allait bien. Comme j'ai entendu aussi dans mon bureau à Montréal, des gens qui m'annonçaient qu'il leur restait 6 mois à vivre d'un cancer fulgurant et je leur disais, mais comment vivez-vous cela? Tout va bien, ma vie, elle est parfaite. J'ai une famille extraordinaire, une femme super, un emploi extraordinaire. Oui, mais excusez-moi, mais tout va bien et vous avez aussi un cancer et vous allez mourir. Donc, il y a quelquefois une forme d'entêtement de l'ego, de la personnalité, du moi conscient, qui veut pas voir, entendre, dire. Alors, il y a ces gens que j'ai rencontrés. J'ai aussi rencontré des gens qui, dès qu'ils ont commencé à ouvrir leur chemin intérieur et extérieur, les choses qui étaient refoulées derrière leurs armures, leurs carapaces, ont commencé à ressortir. C'est ce qu'on appelle des crises de guérison. Poum, quelque chose que je n'avais pas il y a un an, mais là, comme je commence à enlever les pelures de l'oignon, c'est vraiment une image que j'ai, où le chevalier enlève ses armures quand il arrive à son château, ben, il va peut-être découvrir qu'il y a une blessure qu'il n'avait pas vue. C'est la même chose. Donc, les deux existent. Malheureusement, euh, pour les gens qui attendent beaucoup et que c'est une maladie avec un diagnostic très dur qui arrive, ben, c'est, le réveil est brutal. Là, je dormais ma vie et du jour au lendemain, boum, le diagnostic me tombe dessus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, il y a se soigner, puis après ça, se guérir. Il y a, le corps ne ment pas. Et ça, c'est une bénédiction. Notre corps, qui est le siège de notre âme, de notre inconscient, ne ment pas. Alors, quelquefois, c'est difficile à vivre parce que je peux avoir l'impression, ah, ça y est, je suis guérie, je m'assois sur mes lauriers. Eh ben non. Le corps continue de m'annoncer qu'il y a des choses plus profondes qui ont besoin d'être nettoyées. Ou la vie continue de m'annoncer
qu'il y a des choses que j'aurais besoin de nettoyer. Alors évidemment, je peux réagir avec mon ego et me taper dessus et me dire « Ah, mais tout ce que j'ai fait a rien servi. » Donc quand j'entends ça, moi, les cheveux me dressent sur la tête parce que j'ai vu des gens défaire leurs 4-5 années de travail sur eux-mêmes parce qu'il y avait un retour, ce qu'on appelle un retour, une rechute d'une maladie, d'un symptôme, mais c'est juste une autre façon de continuer à s'explorer. Alors, je le répète, la guérison, c'est pas une pensée binaire, c'est ça, ou je fais ça à condition que ça. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La guérison fonctionne dans le non-temps. Oui, j'ai une intention, je voudrais me guérir je vais débuter de me soigner puis aller vers me guérir. Combien de temps ça va prendre? Je ne le sais pas. C'est sûr, si j'ai des soins, des protocoles médicaux, on va me dire 6 mois, 8 mois. Mais dans la guérison, pas juste du corps, de l'âme, des émotions et du psychisme, et même de la vie spirituelle, c'est une vie. C'est pas, moi j'ai eu cette illusion, je vais être guérie dans 3 mois. Après ça, ah non, je vais être guérie dans 6 mois. Eh bien, ça m'a pris 4 ans. Mais j'ai lâché prise sur, est-ce que je suis guérie maintenant? Quand est-ce que je vais être guérie?